Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public depuis le studio d'Europe 1 installé dans le hall 1 du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Bienvenue donc au Salon de l'Agriculture, et pour tous ceux qui ont suivi Europe Midi avec François Claus et son équipe, restez avec nous dans ce salon. Nous sommes installés pour la deuxième fois cette semaine au cœur de la plus grande ferme de France, et je suis heureux de recevoir un des plus fins gastronomes, je le disais, un des plus fins que je connaisse, en tout cas l'ami Vincent Ferniaud, que vous pouvez applaudir puisque vous êtes venus nombreux. Bonjour les amis, merci de m'accueillir Franck. Nous allons, grâce à Vincent et avec lui, faire un véritable tour de France des fromages, en commençant par le camembert. Je profite de l'occasion pour saluer Adrien, qui est fromager affineur dans le Nord et qui nous écoute tous les jours. Il nous avait demandé au début de l'année une émission sur ce sujet. Eh bien voilà, c'est fait maintenant. Et puis sachez que tout à l'heure, pour clore l'émission, je répondrai à la question de Camille sur les origines du pain, ce qui ne devrait pas trop mal s'allier avec le fromage. L'histoire en direct du Salon de l'Agriculture. 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand. Dans un gros livre, je souris parce qu'il y a un monsieur qui vient me présenter toute une plaquette de rocamadour. Là, évidemment, on parle de fromage aujourd'hui. On en parlera. André Castelot écrit dans l'Histoire à table: aujourd'hui, les connaisseurs réclament le camembert fait à cœur. Cette pâte molle doit être onctueuse à souhait. Si recroqueviller le camembert a un air maussade dans sa boîte, vous risquez en l'achetant de faire une mauvaise affaire. Il ne doit pas non plus couler, s'abandonner. La croûte doit être d'un blanc brunâtre. Le camembert ne doit exhaler aucune odeur ammoniacale. Enfin, le tact vous renseignera sur sa maturité, le tact au sens propre, bien puisque sûr. nous dit André Castelot, si vous prenez soin de commencer la palpation par l'extérieur du fromage, allez vers le centre, le cœur doit rester souple. C'est en hiver, précise-t-il, que le camembert atteint son plus haut degré de perfection. J'ai l'impression, apparemment, j'allais dire que Vincent Ferniaud était d'accord, mais c'est la dernière partie qui me gêne un peu, l'hiver, pour le camembert, parce que c'est un affinage qui est pas très long. Il vaut mieux des laits de printemps ou de fin d'été. Donc l'hiver, c'est un peu tard déjà. Voilà notre Castelot démenti par Vincent Ferniaud. Alors, on le voit bien dans les indications gourmandes que je viens de vous donner, le camembert est bien plus qu'un simple fromage. C'est tout un art en vérité, un art ancré dans une tradition forte et odorante, n'est-ce pas? Oui. Pas très ancienne. La Normandie, dont il est originaire, produit des fromages depuis bien des siècles. Mais le camembert, du moins tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne s'est répandu qu'assez récemment à travers la France et maintenant, disons-le, dans le monde entier. Retracer son histoire, c'est raconter l'ascension d'une véritable icône gastronomique qui a joué un rôle dans la petite et dans la grande histoire. Vous allez voir ça dans un instant. Dans la recette du camembert, des seaux de lait normand, bien entendu, sûr. le savoir-faire de plusieurs générations de producteurs, mais aussi une bonne pincée de légende, car tout aurait commencé, nous dit-on, pendant la Révolution française. On est en 1791, même si certains ont tendance à situer l'histoire un peu plus tard. On est dans le Pays d'Auge, dans mon cher Pays d'Auge, au sud de la Normandie. Et vous avez un homme, là, il faut l'imaginer, ce petit bonhomme en train de marcher sur un chemin assez étroit, peu fréquenté, dans cette campagne verdoyante, grasse et vallonnée. On l'imagine fatigué, ce monsieur. Il est inquiet, il est en fuite, pour tout vous dire. Il s'appelle Charles-Jean Bonvou. Il est prêtre. Il arrive de sa Brie natale, la Brie, grande région agricole, plutôt dans l'est-sud-est parisien. Une région très connue pour ses fromages par ailleurs. Et si notre homme a quitté la Brie, c'est qu'il a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Vous savez qu'on est à cette époque dans la Révolution où l'Assemblée constituante, de manière unilatérale, a réorganisé l'Église de France. On demande aux prêtres de prêter serment et il y en a beaucoup qui refusent. On les appelle des prêtres réfractaires. Eh bien, le père Bonvou fait partie de ces prêtres réfractaires et il a choisi donc le chemin de l'émigration. Le voici donc en Normandie,
avec pour point de mire la côte et ses grands ports, peut-être Honfleur, pourquoi pas même Granville si on va encore plus à l'ouest. Le prêtre évite les routes trop importantes et c'est ainsi que ses pas vont le mener à proximité d'un paisible petit village, un village qui s'appelle Camembert, près de Vimoutier. On est là, pas très loin de Lisieux, si vous voulez. Il cherche un lieu, notre prêtre, pour faire étape, pour se mettre à l'abri. Et alors, il a l'idée de frapper à la porte du manoir de Beaumoncel, où il est accueilli avec une certaine générosité. C'est au cours de son séjour caché dans cette maison que le prêtre réfractaire rencontre Marie Harel. Qui est Marie Harel ? Oh, c'est une aimable Normande. Elle est cette Marie Harel a une quarantaine d'années. Elle est mariée à un laboureur, c'est-à-dire à un paysan qui a une petite fortune quand même. Elle n'habite pas elle-même à Camembert, mais elle se rend souvent au manoir où habite son père. Et en outre, Marie travaille régulièrement à la fabrication de fromage. Franck, est-ce que je peux ajouter qu'elle est née dans un village qui s'appelle Croûte ? Et tu verras que ça aura toute son importance au moment de parler de la confection du camembert. Évidemment. Alors on va y venir, tiens, justement. Marie va rencontrer notre prêtre. Il faut dire que le prêtre Briard se serait décidé à ce moment-là, peut-être en guise de remerciement vers ses hôtes, à partager son savoir sur les fromages. Donc ça tombe bien, si vous voulez. Voilà ce que nous dit Bruno Goffi. Au cours de leurs fréquentes conversations, le père Bonvou prodigue à Marie des conseils concernant la fabrication des fromages. Il ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Grâce à ces indications, Marie Harel crée un nouveau mode de fabrication du camembert qui s'enrobe d'une croûte, évidemment. C'est comme ça que va naître tout un savoir-faire, évidemment. Ça va donner des idées à Marie, bien entendu, qui s'attelle bientôt à la vente de son fromage amélioré, en partie inspiré du Brie. Bien entendu, comme l'ont relevé plusieurs auteurs, cette légende, qui est sans doute un petit peu enjolivée, parce qu'on en a rajouté au fur et à mesure, bien entendu, cette légende ne peut guère être étayée par des preuves historiques. N'empêche, l'essentiel n'est pas là. Voici ce que nous dit Pierre Boisard. Le principal mérite de Marie, celui qui lui a valu la célébrité, n'est pas d'avoir amélioré la fabrication d'un fromage, ni d'en avoir développé le commerce. D'autres qui ont été oubliés l'ont probablement égalé dans ces domaines. Son mérite aura été de transmettre à sa fille son savoir-faire et le renom de sa maison. Sa chance, sa nombreuse et entreprenante descendance qui sut valoriser les bonnes recettes de l'aïeul. Car les exploits fromagers de Marie Harel ne sont qu'un début finalement assez modeste et discret pour un fromage appelé après bien des péripéties à un destin planétaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. En direct du Salon de l'Agriculture. Franck Ferrand. En direct et en public depuis la porte de Versailles à Paris. Franck Ferrand, vous nous racontez la création du fromage de Camembert, son destin, grâce à l'engagement d'une famille normande. Et oui, et de Marie Harel. Et vous savez que la fille de Marie s'appelait Marie, elle aussi. Elle reprend fidèlement la recette maternelle pour la fabrication des fromages. Quant à son mari, Thomas Penel, qu'elle épouse en 1813, il réussit à en faire distribuer jusqu'à Caen. Donc c'est presque d'abord une histoire de distribution, cette histoire de Camembert. Souvent. Ça a été vraiment, on a essayé très vite de le vendre dans un environnement assez étendu. Puis l'aventure continue à travers les enfants de cette nouvelle Marie Harel, des enfants qui bénéficient eux aussi des secrets de fabrication familiaux, bien entendu, qui vont développer encore la production. Mais disons-le, le véritable tournant, il se produit au milieu du siècle, il se produit à partir de 1855. Cette date est importante, nous dit Bruno Goffi, car elle marque le point de départ d'une progression foudroyante, alors qu'il fallait 3 jours pour rejoindre jusqu'alors Paris en diligence. Ah oui, le train. 6 heures, voilà, suffisent désormais par le train. Bien sûr. Le train aura fait le camembert, si je puis dire. Les camemberts vont gagner en notoriété. On les trouve de plus en plus facilement sur les étals des halles parisiennes. C'est également à cette époque qu'une rencontre, elle aussi possible, mais enfin on n'est pas tout à fait certain, va être déterminante, puisqu'en 1863, alors que Napoléon III est de passage en gare de Surdon, on n'est donc pas très loin d'Argentan, Victor Penel, le petit-fils de la première Marie Harel, se débrouille pour rencontrer l'empereur et pour lui proposer le fromage familial. Ça, c'est le grand moyen de publicité à l'époque. Napoléon III accepte, bien sûr il se délecte, il est même tellement conquis par ce camembert qu'il
qu'il convie Victor Penel au Palais des Tuileries et il lui demande d'arranger une livraison régulière pour les tables impériales. Donc là, évidemment, ça c'est une véritable, c'est une voie impériale. Réussite toute tracée désormais pour la famille Penel et pour ses camemberts. De quoi transformer un joli petit succès en triomphe national. Une chose est certaine, dans la période qui va de 1855 à 1875, la production de camembert est littéralement multipliée par 5. Et dans ce contexte très favorable, va naître ou renaître la légende de l'ingénieuse aïeule. C'est là que Marie Harel va prendre de l'importance. Le storytelling, c'est très important dès cette époque. Sans la réussite remarquable des descendants de Marie Harel, nous dit Pierre Boisard, jamais elle n'aurait connu une telle gloire posthume. Ses petits et arrière-petits-enfants n'ont eu de cesse d'entretenir son souvenir et de chanter ses mérites. Ce zèle ne trouve pas tous ses ressorts dans la piété filiale. Le culte de l'ancêtre doit beaucoup à l'intérêt commercial. En se proclamant descendant de l'inventrice du camembert, les petits-enfants de Marie Harel s'attribuaient un label d'authenticité et de tradition. Vous voyez que finalement, de la distribution à la force commerciale, du storytelling, comme le dit si bien Vincent Ferniaud, à la notion de label, toutes les dimensions de la commercialisation du fromage sont en germe dans cette histoire du camembert. Alors malheureusement, les secrets familiaux sont comme la nouvelle d'un succès, ils se répandent très vite. Le savoir-faire des descendants de Marie Harel ne va pas tarder à être imité quand il n'est pas obtenu grâce à une petite main ou un domestique qu'on arrive à débaucher, évidemment, avec plus ou moins de discrétion. Et petit à petit, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, vont apparaître des concurrents, bien entendu, qui répondent à une demande qui, elle, est en véritable explosion. On voit même des producteurs de camembert en dehors du pays d'Auge maintenant. Et on en verra bientôt, j'allais dire malheureusement, bien loin de la Normandie. Au fil des décennies, en parallèle à ce mouvement, le produit va connaître un certain nombre d'améliorations. Il y a des scientifiques qui s'intéressent à la question. Donc on va étudier la façon comment on peut en retirer les moisissures de la surface du camembert. La croûte blanche, qui est si connue aujourd'hui, va se généraliser, puisque jusque-là, le bleu et le gris avaient tendance à être les couleurs dominantes. Absolument, parce que c'était des bactéries sauvages et des moisissures sauvages. Donc on va réguler tout ça comme le vin d'ailleurs. Et puis on abandonne l'emballage sous forme de feuilles pour les fameuses boîtes de camembert, ces boîtes rondes conçues en bois, idéales pour un transport et pour une conservation améliorée, bientôt couvertes de toutes sortes de décors plus ou moins pittoresques qui vont faire le bonheur des collectionneurs, vous savez. Les tyrosémiophiles. Les tyrosémiophiles, collectionneurs de boîtes de camembert. Le camembert va poursuivre sa diffusion et alors là arrive un autre événement historique. Vous voyez toujours le lien entre la petite et la grande histoire, c'est la Première Guerre mondiale. Je cite de nouveau Bruno Goffi, l'état-major décide d'incorporer le camembert à la ration du soldat. Eh ben, ça c'est gagné, si je puis dire. Louis Serret, alors président du syndicat des fabricants du véritable camembert de Normandie, offre l'affectation d'une journée de production au profit des poilus du front. Puis, il offre de fournir 1 million de camemberts par mois pendant toute l'année 1918. C'est sans doute un acte de générosité et de patriotisme, mais c'est aussi, disons-le, une extraordinaire opération commerciale, puisque les poilus qui vont rentrer du front, évidemment, se sont habitués à ce camembert et vont le généraliser dans toutes les provinces de France. Et il devient le premier fromage. À ce moment-là, le camembert devient le premier fromage en termes de consommation. Et on peut dire qu'à partir de l'invention de Marie Harel, il aura donc fallu en gros un siècle, vous voyez, de 1800 à 1914 à peu près, pour que le camembert devienne le principal fromage des tables françaises. Alors depuis, la pasteurisation, l'industrialisation, toutes sortes de processus de diversification ont fait évoluer son fromage, ont aussi fait évoluer son image. Le camembert n'en est pas moins le fromage auquel on pense en premier quand on pense à un fromage français, et ça pas seulement en France, bien entendu, on peut dire quasiment dans le monde entier. Il est devenu, au fil des années, pour reprendre l'expression de Pierre Boisard, qui est sociologue, un véritable mythe national, un symbole de la France, une référence à part, un tour de force quand même, quand on sait qu'il y a en France, on dit 360 fromages, mais grâce à Vincent Ferniaud, nous allons découvrir dans un instant qu'il y en a en vérité beaucoup plus.
Au cœur de l'histoire depuis le salon de l'agriculture cet après-midi et tout au long de l'émission, nous attendons vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, en direct donc depuis la porte de Versailles pour continuer de parler de camembert, mais de fromage surtout. Tête de moine, mimolette, boursin. Extrait de la chanson Les Fromages sur Europe 1, c'était le Normand François Morel. Face à un fabuleux plateau, devant vous Franck Ferrand, plateau de fromage français. Ils sont au cœur de l'histoire cet après-midi et sur le stand Europe 1, porte de Versailles à Paris. Écoutez le public de la porte de Versailles qui vous salue, Ombline. Je les salue et les embrasse également. Et à côté de vous, Franck Ferrand, vous recevez Vincent Ferniaud, chroniqueur gastronomique, directeur général de Bocaux et puis animateur de Midi en France sur France 3. Eh oui, Vincent Ferniaud qui a quitté la télévision pour une fois, pour arriver à toutes jambes. Il n'y a pas longtemps, non, puisqu'on était encore en direct avec Midi en France ce matin jusqu'à midi. Ouais. Alors Vincent, quelques mots de ce camembert qui est devenu une sorte de mythe national. Je crois que le mot n'est pas trop fort. D'abord, je me demandais pourquoi c'est devenu le symbole des fromages de France. D'abord, je crois qu'il a un goût qui est très plaisant quand il est à ses différents stades d'affinage pour différentes clientèles. C'est vrai que quand il est... C'est vrai qu'on peut adapter le camembert en quelque sorte. Oui, parce que l'affinage peut se terminer à la maison. Ce qui favorise les choses évidemment. Il faut savoir que le camembert, à l'origine, il était sans croûte, tu l'as dit tout à l'heure. C'était un fromage frais, en fait, un fromage un peu crayeux, un peu plâtreux, un peu proche de ce qu'on retrouve dans le Neuchâtel, qui est la 4e grande AOP normande, qui est plus au nord, en pays de Bray, et qui reste toujours un petit peu crayeux, comme la côte d'Albâtre, dont il évoque évidemment le paysage. Et ce fromage-là, en revanche, il va s'affiner, les protéines vont se dégrader et avoir ce qu'on appelle un camembert fait. Alors il est certain que entre la distribution régionale, l'utilisation du chemin de fer, la mise en place d'une véritable histoire de Marie Harel, l'utilisation de l'empereur Napoléon III et des tables impériales du palais des Tuileries, il y a quand même dans la famille qui est à l'origine de cette affaire un véritable sens commercial aussi. Absolument. Et ça va se prolonger jusqu'à la Première Guerre mondiale avec les rations des soldats. Et je veux absolument citer, comme tu l'as fait, l'ingénieur Ridel qui a inventé la boîte en bois, la boîte en peuplier, parce que cette boîte, c'est elle aussi qui a permis la diffusion grâce à une logistique facilitée vers les grandes zones métropolitaines. Sinon, tous les fromages qui n'ont pas leur boitage, qui n'ont pas leur étui, s'abîmaient évidemment au transport. Jadis, comme tu l'as dit, on le mettait dans une feuille de papier rouge, on mettait 2 hexagones en bois de côté, on les mettait par 5, ces camemberts, mais t'imagines si ça pesait dessus, dans quel état arrivaient les camemberts. Il faut que tout ça soit quand même très délicat. Donc la boîte individuelle, ça a été vraiment un tournant majeur. Avec donc une sorte de filiation par rapport au brie. On a vu que tout ça vient, ça c'est très important peut-être de le dire. Le papa du camembert, c'est le brie. Voilà. Parce que le fromage tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une pâte molle à croûte fleurie, cette croûte fleurie, tu parlais du Penicillium candidum, qui est cette moisissure blanche qui va recouvrir dans sa jeunesse le fromage, et puis les stries oranges. Qui lui donne son si bel aspect. Son aspect tellement immaculé, qui plaît évidemment à la clientèle. Eh bien, cet aspect-là, c'est l'aspect moderne. Depuis qu'on a découvert, grâce au laboratoire, ce pénicillium particulier dont maintenant est recouvert tous ces fromages. Mais à l'origine, c'était un fromage qui était soit orangé, comme les Pont-l'Évêque ou les Livarot, les autres grands fromages de la région, soit gris, comme tu l'as dit, parce que la moisissure pouvait gagner à partir de la paille qui était utilisée comme support. Donc il y avait un mauvais contrôle, si tu veux, de la croûte. Et ça, c'est du marketing aussi. D'avoir un fromage qui est toujours le même aspect, la même couleur, avec un boitage individuel, c'était un peu du marketing avant l'heure au 19e siècle. Alors, ce qui serait bien, Vincent, maintenant, on a parlé du camembert, on a dit un mot du brie, ce serait de faire tout simplement un tour de France du fromage, un peu comme dans l'album d'Astérix, le Tour de France d'Astérix, ou comme dans le Tour de la France par 2 enfants. On va faire un tour de France dans le sens des aiguilles d'une montre et on va essayer d'aller à la rencontre d'un certain nombre de nos mythes fromagers nationaux. Au cœur de l'histoire, en direct du Salon de l'Agriculture. 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand.
Depuis la porte de Versailles à Paris et en public, nous voyageons avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la France des fromages, et vous recevez le chroniqueur gastronomique pour faire ce voyage avec vous, Vincent Ferniaud. Oui, je ne sais d'ailleurs pas qui fait le voyage avec qui, parce que Vincent Ferniaud connaît les fromages mieux que je ne les connaîtrai jamais. Alors, on est parti on va dire de la région Normandie, région parisienne. On va aller faire cap au nord tout de suite. Là, démarrons au nord. Démarrons au nord avec quand même le roi maroilles, si je puis dire. Le seul fromage d'appellation d'origine contrôlée de la région Nord-Pas-de-Calais. Hein. Alors, ce fromage, il naît très tôt dans l'histoire, puisque dès le 7e siècle, on atteste de sa présence. Donc le haut Moyen-Âge. Absolument, par des moines, parce que comme souvent, ce sont les moines qui étaient quand même les sachants de l'époque. Bien sûr. Et donc les techniciens, en quelque sorte, qui faisaient ce genre de produit à partir du lait. Parce que le fromage, si on remonte aux sources, c'est évidemment le seul moyen à l'époque où le froid n'existe pas, en tout cas le froid inventé, provoqué, de conserver le lait. Exactement. Il y en a un autre, le beurre salé. Mais pour cela, il fallait être en Bretagne et avoir à disposition énormément de sel, qui était une denrée très chère à l'époque. Et donc, pour faire du beurre salé, il fallait avoir du sel pas cher. Partout ailleurs, on essayait de mettre le moins de sel possible et donc de conserver par la fermentation du lait, bien entendu. Et donc ce maroilles, il démarre donc vers cette époque. Et ce sont donc les moines. Et puis, très vite, ce sont les paysans qui fabriquent le maroilles. Et comme dans beaucoup de régions, évidemment, ce servage s'acquitte de taxes en échange de la location des terres qui appartiennent aux seigneurs, comme partout, en payant directement en fromage. Alors, ça devient quasiment une monnaie de paiement de l'impôt, en fait. Absolument. C'est une monnaie de paiement. Et ce qui me fait rigoler, c'est que je pense aux seigneurs des lieux qui se voyaient payer l'impôt en maroilles. Ça devait sentir bon au château, vous imaginez, bien qu'à l'époque, ça n'était pas aussi fort. Et en tout cas, qu'est-ce qui se passait ensuite ? Les seigneurs eux-mêmes, ces hobereaux de province, ils remontaient vers les grands du royaume une partie de cette dîme en fromage également. Évidemment, ils se retrouvaient avec des dizaines de maroilles. Ils ne pouvaient pas tout consommer, même en étant très amateurs. Et c'est là qu'on se met à le vendre, et donc c'est un début de distribution, en fait. De distribution, absolument. Ils sentaient moins fort à l'époque ? Alors, ils sentaient moins fort parce que au départ, c'était encore vendu. On en parlait du camembert tout à l'heure. On aimait les fromages frais. On les conservait pas aussi bien. On n'avait pas les techniques d'affinage que l'on possède aujourd'hui. Et peu à peu, le goût du fort, le goût du fromage fort est né. Et j'ai une liste de quelques souverains qui ont adoré le maroilles au cours de l'histoire. On a quand même Philippe Auguste, Louis IX, Charles VI, François Ier et même Charles Quint, qui fait emporter des maroilles en Espagne. Oui. Ça a dû les surprendre. Ça ne devait pas être mal à l'arrivée. En arrivant, oui. Au bout de je ne sais pas combien de semaines de voyage. Absolument, mieux que ça parte frais. Il y avait Louis XIV aussi, puisque Adrien, notre fromager affineur du Nord, dont je parlais tout à l'heure, nous dit, vous connaissez l'histoire du dauphin, l'origine du dauphin, qui est un dérivé du maroilles, c'est ça ? Alors oui, c'est un maroilles de petite taille, mais disons que c'est la même pâte, la forme diffère, bien entendu. C'était une manière, sans doute, de rendre hommage au voyage de Louis XIV dans sa belle région de Flandre, ou de Tirage plutôt, parce que c'est la région. On parlait de fromages qui sentent particulièrement fort, donc il y a le maroilles. Si on va beaucoup plus à l'est, il y a le Münster qui est pas mal non plus dans le genre. Alors, on parle là, c'est la même famille, c'est ce qu'on appelle les croûtes lavées, les fromages à pâte molle à croûte lavée. Alors pourquoi est-ce qu'on les lave, ces fromages ? C'est ça qui est intéressant, c'est que ces fromages frais, maroilles y compris, au départ, il n'est pas orange, comme on le connaît dans sa phase finale, comme le Münster d'ailleurs, il est bleu. Bleu-gris, il va prendre des moisissures parasites et on le lave simplement pour retirer les moisissures qui sont à la surface des fromages frais. Et puis on s'est rendu compte que ce lavage, alors qui à l'eau salée en général, à la saumure, ou alors avec le vin blanc dans les régions viticoles, avec la bière, par exemple dans le Nord, parce qu'il y a des fromages qui sont affinés à la bière, avec des vins blancs d'Alsace, là où on trouve le Münster, va donner une forme de bactérie qui va prendre un arôme très fruité. Enfin, on dit fruité pour pas dire pire. En tout cas, cet arôme c'est une jolie façon de parler. Absolument, qui va peu à peu gagner le cœur du fromage. Ça part de la croûte et ça plonge jusqu'au fromage. Donc plus le fromage est fait, plus il sera parfumé par définition. Bien entendu. Et plus le fromage est petit, plus il s'affine vite aussi. Et comme le Münster est assez plat, c'est pas rare qu'il soit plus fait
que le maroilles qui reste très épais. Alors je veux tout de suite éviter l'avalanche de messages sur Internet, au standard, etc. Nous ne pouvons, dans le cadre de cette émission, qu'évoquer un petit nombre de fromages. Encore une fois, il y en a des centaines en France. Oui. Donc ne soyez pas vexés si nous oublions votre fromage. Mais nous allons parler aujourd'hui des stars, si je puis dire. Et peut-être d'ailleurs allons-nous oublier quelques stars, c'est même certain. C'est certain. Donc Mais le Münster, c'est le fromage du Marker. Oui. Ce mot est important. C'est le fermier vosgien des Hauts-de-Vosges. Marker vient de Melker, qui est le vacher, celui qui traite, celui qui milk, c'est-à-dire qui traite la vache. Exactement. Quand on descend, donc on va descendre un tout petit peu vers le sud-ouest, et on arrive dans une autre grande région fromagère, majeure, la Champagne certes, mais surtout la Bourgogne au sud de cette Champagne. Hein. Ça, alors, la Bourgogne et l'abbaye de Cîteaux, là encore les On moines revient aux sont à moines, l'œuvre. voilà. On revient aux moines, bien entendu, avec ce merveilleux fromage, encore une croûte lavée d'ailleurs, mais là ça va être plutôt lavé avec des vins blancs de la région ou du Mar, c'est l'époisse. Et cette Merveille. époisse, alors c'est un fromage merveilleux parce que autant le maroilles a besoin d'un affinage assez poussé, il va rester quand même assez ferme à cœur. Hein, il n'est pas rare d'ailleurs qu'on ait encore un aspect un peu crayeux. Autant l'époisse affinée, c'est entièrement onctueux, c'est presque comme une crème brûlée. Hein. Je veux dire, la consistance d'une époisse. Alors moi je dis une c'est époisse. quasiment liquide. On dit une époisse ? On dit un époisse. Oui, en hein, fait. voilà, Il y a Ouais. une sorte de déformation chez les fromagers. J'entends souvent le mot une époisse. Donc bon, un époisse, un fromage d'époisse. Et là encore, c'est tout le savoir-faire à travers les âges des moines qui s'est transmis. Alors il y a eu des problèmes il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on fait du fromage au lait pasteurisé, mais il y a des tentatives pour revenir au lait cru. Alors là, on parle de lait de vache, mais il n'y a pas que les vaches il n'y a pas que le lait de vache à partir duquel on fait des fromages, évidemment. Ah, hein. certainement pas. On va parler de chèvre et de brebis. Et juste un mot, parce qu'on est en Bourgogne, avec un merveilleux chèvre qui est le charolais. Eh ben, c'est ça. Hein, le charolais que l'on connaît avec sa forme de tonnelet assez ferme. Hein. C'est un chèvre qui est très tassé, le caillé est très tassé, et donc il va rester très ferme, assez difficile à couper, bleuir en superficie, mais rester avec ce goût un peu de noisette à cœur qui est merveilleux. Alors maintenant, avec les aberrations anhistoriques que nous traversons, on est dans la même région, entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Parlons peut-être du comté. Alors là, je dis oui. Tu sais que je suis comtois et que Et mon comment cœur de comtois. Alors, Je dois signaler à nos auditeurs que grâce à Vincent Ferniaud, j'ai découvert un des gisements de comté les plus inouïs qui soient. C'est au Fort des Rousses. c'est le Fort Knox du comté. Incroyable, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de meules de comté qui sont entreposées comme ça et qui sont traitées, bien entendu, parce que c'est tout un travail, c'est tout un affinage. En l'occurrence, c'est Juraflore, hein, c'est un énorme. On peut parler Fort Knox, c'est ça? Oui, le Fort Knox du comté. Hein, c'est une cathédrale de comté. C'est ça, c'est ça. Et on doit cela au travail acharné, à la passion d'un homme exceptionnel, Jean-Charles Arnaud. Ah, Jean-Charles Voilà. Arnaud, qui est. En plus, et je dirais que ça complète tout à fait cela, il est président de l'INAO. Ça tombe pour ce qui bien. concerne les produits. Les appellations d'origine. Les appellations d'origine contrôlée. Donc, effectivement, c'est un homme qui, par passion, il creuse encore dans les caves. Il y a encore, je ne sais pas moi, 60% du fort, c'est des kilomètres de caves, comme tu le disais, et il ne s'arrête jamais de creuser pour remplir avec ses comtés. Alors, le comté, c'est l'histoire des fruitières, au fond. La fruitière, c'est la première tentative laitière de coopérative, hein, puisque pour faire un comté, vous imaginez le nombre de litres de fromage, sont des fromages qui vont faire 40 kilos, hein, sont des roues qui sont considérables. Quand on sait qu'il faut 2 litres de lait pour un camembert, vous imaginez combien il en faut pour le compter. Et puis, il faut pouvoir les manier, les descendre. Elles sont faites évidemment en altitude, hein, dans ces monts du Haut-Doubs, dans ces monts du Jura. Et ça, il faut le descendre à la vallée et puis les laisser affiner. Donc, ça demande l'union des hommes. C'est ça, voilà. autour de ce fromage. Et c'est très intéressant parce que ça a été un moteur social et structurant pour la société au fil des siècles. C'est très étonnant. Les gens se sont alliés. Il y a une coopération qui s'est créée et qui explique peut-être d'ailleurs un certain système de coopération qu'on trouve dans les régions alpestres, etc. Absolument. Alors, il faudrait parler d'ailleurs de la tome de Savoie, etc. On va descendre dans l'extrême sud-est de la France. Il n'y a pas énormément de fromages très célèbres, à moins d'aller en Corse carrément. Alors, Oui, bien sûr. Si tu vas en Corse, là, on trouve des fromages. Évidemment, c'est le royaume de la brebis et de la chèvre. Et principalement des fromages de brebis, je dirais. Mais bon, là, elles se tirent un petit peu la bourre, hein, les chèvres et les brebis en Corse. Avec, là aussi, moi, un fromage que j'aime entre tous, qui est le broutch. Hein, le broutch, c'est en fait la ricotta française. Enfin,
Si tant est que l'on Ricotta puisse... corse. Oui, en tout cas la ricotta corse. Il faut faire attention ces jours-ci. Alors, pourquoi ricotta? Parce que c'est un fromage qui est recuit. Alors, dans le processus, c'est très intéressant. Il faut savoir que lorsqu'on a écrémé le lait et qu'on a, en définitive, gardé tout cela pour faire du beurre ou simplement de la crème ou des fromages gras dans du lait, on peut recuire le résidu, le petit lait, le lactosérum et avoir encore des coagulations des protéines lactiques qui sont à l'intérieur. C'est ça la ricotta, c'est ça le brooch. On réutilise en deuxième temps, après les fromages frais, le résidu de lait pour en tirer toute sa substance. Dans un instant, Vincent, on revient sur le continent, au cœur même de l'Hexagone, dans le Massif central, qui là encore est une des régions fromagères importantes de la France. Eh bien, Félix Stephens sur Europe 1 avec un extrait de la cancoyote. La cancoyote, Franck Ferrand, aillée en gratin de pommes de terre, c'est un délice. Ah, n'est-ce pas hein? Et je crois que Vincent est d'accord. Ah oui, alors... Ça n'est pas réellement un fromage, on va dire que c'est une préparation fromagère. Alors en Franche-Comté, je pense à la grand-mère Marie-Jeanne, la grand-mère de ma fille Rosalie, elle appelle ça la colle. C'est souvent comme ça qu'on dit, parce que ça a une consistance un peu de colle à papier peint, oui. Quand c'est bien fait. Effectivement, toute la recette est donnée par Hubert Félix Stephens, c'est-à-dire on part du meuton. Le meuton, c'est vraiment cette tome fraîche qui n'a pas de goût, qui est sans goût, qui est un peu comme ce qu'on utilise pour faire l'aligot, la tome fraîche d'aligot ou la tome fraîche de Cantal pour la truffade. Donc on va le mélanger avec du beurre, un peu de vin blanc parfois, de l'ail. Et on va avoir cette consistance, on va dégrader. C'est un fromage fondu en quelque sorte. Alors, mais sur les patates, c'est bon. Justement, toujours plus à l'ouest, repartons vers notre Massif central. Quelques-uns des plus grands fromages, là, le Cantal, le Saint-Nectaire. Oui, il y a 5 AOP. Voilà. Il y a Cantal, Saint-Nectaire, Salaire, et puis il faut citer le bleu d'Auvergne et la fourme d'Ambert, qui sont deux bleus merveilleux. Mais un petit mot du Cantal. Historiquement, c'est très intéressant, parce que là, c'est une vraie fierté nationale. Le Cantal, on peut trouver des fromages qui lui ressemblent énormément de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Les cheddar fermiers, par exemple, font beaucoup penser au Cantal. Ce sont des pâtes pressées non cuites, dont le procédé est très très similaire. Alors, n'en déplaise aux Anglais, avec qui je me suis beaucoup accroché sur le sujet, il semblerait que ce soit les légionnaires romains passés par le centre de la France qui auraient exporté pour nous les techniques de fabrication de ces fromages à pâte pressée non cuite vers l'Angleterre. Et tous ces Cheshire, Lancashire, ce sont les petits-enfants les petits-enfants du Cantal. Ça fait plaisir. L'Auvergne a essaimé dans le monde. Le Saint-Nectaire, là, il y a beaucoup. Alors là, il y aurait une émission entière à faire. Absolument. Le Saint-Nectaire, c'est peut-être à mon avis, le plus intéressant, le plus beau fleuron de l'Auvergne. Alors, je vais faire des malheureux, ceux qui aiment les autres, je les aime tous. Mais le Saint-Nectaire, d'abord, je fais partie de la commanderie de Saint-Nectaire, donc je salue le grand maître François Barra, qui est un ami. Le Saint-Nectaire, alors il tire son nom d'un maréchal de France, de Saint-Nectaire ou Saint-Nectaire, qui l'a fait connaître, et là, tu vas comprendre, qu'il a fait connaître à Louis XIV. Et quand Louis XIV a goûté ce fromage merveilleux, sa publicité a été faite, et bien avant le camembert. Donc, pourtant, c'est un fromage qui existe depuis le Moyen-Âge. Alors, il avait un particularisme absolu, qu'il était affiné sur de la paille de seigle, qui lui donnait ce qu'on appelle le poil de chat, cette espèce de moisissure grise qui fait son goût de cave. Et c'est tout l'art de l'affineur que de retrouver cette moisissure. Alors ça, c'est une moisissure externe. Absolument. Il faut qu'on parle des bleus d'Auvergne, effectivement fourme d'Ambert, et puis Roquefort. Attends, bien sûr. Alors, la grande différence, c'est que le Roquefort, tu sais, c'est la brebis. La brebis, il a la cône, celle alors du que les cos. autres, ça reste du fromage alors que de vache. Les Auvergnats restent du fromage de vache. Maintenant, on va dire cette légende qui est bien jolie, mais qui explique le processus chimio-biologique, c'est l'histoire du jeune berger du rocher du Combalou. Un jeune berger qui emporte son simple repas fait de fromage frais et de pain de seigle, veut compter fleurette à une jeune bergère dans les environs, laisse son fromage à l'entrée de la grotte, en se disant qu'il le mangerait plus tard, l'oublie évidemment parce que la belle avait de beaux yeux, et il le retrouve quelques jours plus tard, et en fait la moisissure du pain de seigle a gagné le fromage frais. Il décide de le goûter quand même, il est conquis par l'arôme, et depuis on n'a pas changé les méthodes de fabrication. C'est une belle histoire, mais via Twitter, Jean-Marc nous demande si cette légende est
des vrais? Alors, c'est difficile, hein. On n'avait pas Twitter à l'époque, hein. Sinon on aurait été sur le coup, tu penses bien, Jean-Marc. En revanche, ce que ça met, c'est une métaphore. Ce que ça met en valeur, c'est l'alliance de cette moisissure du seigle et ce fromage frais. On fait exactement comme cela aujourd'hui. On continue d'ensemencer avec ce qu'on appelle le Penicillium roqueforti. C'est un pénicillium, hein. Je vous signale que c'est de la pénicilline, donc c'est très bon, c'est un antibiotique naturel. Manger du roquefort et des bleus, en général. Eh bien, on continue d'ensemencer avec cette moisissure qui est issue du pain de seigle, en piquant l'intérieur de cet homme de fromage de brebis, et on laisse affiner dans ces caves avec des courants d'air magiques, je dirais. Alors justement, le stand du Roquefort qui est ici présent au pavillon 1 nous signale qu'on a fêté l'année dernière les 90 ans de l'appellation d'origine du Roquefort. C'est la plus ancienne. Hein. C'est absolument, et c'est très important. Les appellations d'origine, alors surtout pour les fromages, parce qu'il permet d'identifier un savoir-faire sur un terroir donné. L'appellation, c'est ça, hein, c'est le savoir-faire de l'humain dans un terroir qui lui est offert, et cette alliance donne un produit d'exception. Ce sont nos fromages d'AOC. Est-ce qu'on a le temps d'aller jusque dans les Pyrénées? J'ai bien peur que non, cher Vincent. Un mot peut-être de le... Juste pour dire, nous, on est pour l'œcuménisme, on est pour l'amour des peuples. On sait que les Béarnais et les Basques, parfois, se tapent un peu sur la figure, surtout sur les terrains de rugby, et c'est tant mieux. En tout cas, il y a un fromage qui illustre l'alliance basco-béarnaise, c'est l'osso Irati, vallée d'Osso en Béarn, Irati, montagne basque, et cet osso Irati, ce sont les plus beaux fromages de brebis que l'on puisse trouver effectivement dans l'ouest des Pyrénées. Alors, moi, j'adore ce fromage. Je sais bien qu'on va faire des malheureux parce qu'on oublie des fromages au passage, on n'a pas le temps. Hein. Je vais même passer, faire un saut à pieds joints par-dessus mon Poitou-Charentes natal. Un petit mot du chabichou peut-être quand même. On n'a pas parlé, tiens, des crottins de Chavignol tout à l'heure, on aurait dû. On aurait dû. Le chabichou est le pendant ouest du crottin de Chavignol à l'est, dans le Sancerrois. Ce qu'on peut dire du chabichou, c'est que c'est probablement ce sont les Sarrasins, ce sont les Arabes qui ont probablement laissé leurs chèvres en repartant en 732, en courant très vite devant Charles Martel. Ils n'avaient pas le temps de remballer toutes les biquettes, ils les ont laissées sur place, et les paysans du coin ont été bien contents de pouvoir bénéficier des techniques de fabrication des fromages de chèvre. Le chabichou en est une illustration parfaite. Dès qu'on se rapproche des lieux de résidence de la Cour de France, évidemment, on augmente le niveau de raffinement. Il va falloir parler du Val-de-Loire, il va falloir parler bien sûr notamment du Sainte-Maure. Alors le Sainte-Maure. Le Sainte-Maure qui n'est pas cylindrique. Si vous avez pris le temps de regarder le Sainte-Maure, c'est cette bûchette, alors Sainte-Maure de Touraine. Parce que Sainte-Maure n'est pas protégée, pas plus que Camembert. Il faut que ce soit du camembert de Normandie. Il faut bien préciser toujours l'appellation. Oui. Absolument, parce qu'ils peuvent être fabriqués partout, ils ne sont pas bien protégés à l'époque. Donc le Sainte-Maure de Touraine, il n'est pas vraiment cylindrique, il est tronconique. Un tronconique sur une pente très faible. Pourquoi ? Parce que c'est la forme de la faisselle. Si l'on avait une faisselle cylindrique, on ne pourrait pas le démouler facilement. Donc elle est évidemment plus évasée vers le haut, à l'endroit où on peut sortir le fromage. Ensuite, il y a cette paille de seigle qui marque le fromage. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est bien utile. À quoi ça sert la paille de seigle ? Alors certains ont pensé longtemps que ça permettait au fromage de respirer. Pas du tout. Il ne va pas s'affiner de l'intérieur. Mais lorsque vous avez un fromage frais qui mesure environ 20 cm, entre 15 et 20 cm, et qu'il est frais et bourré d'eau avant de s'affiner, bien entendu, si vous le prenez par le milieu ou par les bords, il va se casser. Donc c'est juste une poutrelle de soutènement en quelque sorte. C'est un linteau en paille de seigle qui est posé à l'intérieur du fromage. C'est de l'architecture. On pourrait faire tout un voyage sur la Loire. On pourrait remonter la Loire au gré des fromages, au moins autant qu'au gré des vins finalement. Absolument. Et on pourrait citer Valençay qui a entré évidemment le fromage de Talleyrand. Talleyrand qui était un grand amateur de fromage. C'était un grand gastronome. C'est un peu le devancier de Vincent Ferniaud. À peu près. Mais disons que moi j'ai des opinions politiques plus marquées et que je ne m'en sers pas contre les uns ou les autres. Et ce qu'il faut dire juste, c'est que c'est lui qui a fait la promotion du brie dont on parlait au début de l'émission. C'est lui au congrès de Vienne qui a demandé à ce qu'on nomme quel était le plus beau fromage d'Europe. Alors les Anglais avaient leur Stilton, les Italiens sont arrivés avec le Grana, c'est-à-dire un parmesan du nord de l'Italie. Et c'est le brie qui a remporté le titre de roi des fromages d'Europe. Dans notre Tour de France, nous laissons la Bretagne à main gauche pour les raisons qui ont été dites. Il n'y a pas vraiment de fromage breton, quelques fromages fermiers. On boucle la boucle avec le Livaro, avec tous les grands fromages normands, parce qu'on a parlé du camembert, mais il y en a d'autres. Pont-l'Évêque, Livaro et Neuchâtel, les trois autres fromages d'appellation, qui bénéficient d'une chose absolument exquise, qui est
que la Normandie est la première région productrice de lait de vache et de fromage issus du lait de vache. Donc c'est vraiment le terroir rêvé. Très peu de forêts, beaucoup de prairies. Il leur faut que ça, les petites vaches là. Ce qu'il faut dire, Vincent, c'est qu'on a quand même oublié au passage le rocamadour, alors qu'on en a un plein plateau sous le oui, nez, là. parce que la filière rocamadour nous a apporté ça. Alors ils sont merveilleux, ils sont pas trop affinés. Hein, c'est un petit disque. Jadis, ça s'appelait. Il gagnerait d'attendre encore 2-3 jours. Hein, tu disais absolument, mais le syndicat des producteurs a été très généreux. On va pouvoir le faire goûter au public dans un instant. Ils sont bien, ils ont ce goût de noiseté divin. Ils commencent à crémer légèrement sous la croûte. C'est ce qu'on demande à un rocamadour qui s'appelait jadis le cabécou. Mais voilà, on a simplement resserré l'appellation autour du village de Rocamadour. C'est une belle enseigne, il faut dire. J'espère pour vous 2 choses. C'est que vous êtes en train de finir de déjeuner, que donc vous êtes à l'heure du fromage. Et deuxièmement, qu'il y a quand même dans votre garde-manger suffisamment de fromage pour ne pas trop vous frustrer. Infiniment merci Vincent de ce Tour de France du fromage qui est un peu aussi un Tour de France de notre histoire. Et vous restez avec nous sur Europe 1 après le fromage. Vous nous parlerez de pain, Franck Ferrand, et vous répondrez à la question de Camille sur son origine. À tout de suite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et après ce tour de France des fromages que vous nous avez offert depuis le Salon de l'Agriculture, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Camille qui vous demande via la page Facebook de l'émission qui a inventé le pain. Ça tombe bien. Oui. On peut dire, Vincent Ferniaud, que fromage et pain sont indissociables d'une certaine manière. Oui, fromage, pain et vin, qui sont les 3 grands produits fondateurs de notre gastronomie occidentale et issus tous 3 de la fermentation, parce que la fermentation, c'est la vie. Très important ça. Et donc la bactérie est au cœur de tout. Ah bien sûr, c'est le vivant et c'est magique. Alors, le pain, il existe depuis très très longtemps. On a des pains égyptiens déjà au 3e millénaire avant notre ère. Les Grecs vont donner au pain sa forme plus moderne d'une certaine manière. Et il faut savoir que c'est parce que des esclaves grecs ont été récupérés, si je puis dire, par les Romains, que le pain va faire son apparition à Rome jusqu'à devenir le fondement même de l'alimentation. Vous connaissez la fameuse expression panem et circenses, du pain et des jeux, n'est-ce pas, à l'époque de la décadence de l'Empire romain. Ce pain devient un symbole essentiel dans le christianisme, avec le vin d'ailleurs, bien entendu. Il est au cœur de l'alimentation de nos ancêtres au Moyen-Âge, bien entendu, au point que la disette en pain crée toujours des problèmes très graves politiquement. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de la crise frumentaire de 1788 qui va amener la révolution de 89. Vous savez qu'aujourd'hui encore, un décret de 1790... Il existe toujours ce décret, oblige les boulangers à déclarer à la préfecture leur congé d'été. Vous voyez à quel point... Comme les pharmaciens, quoi. Voilà, le pain a une dimension quasiment politique.